par des historiens, des historiennes. Et je tiens vraiment à remercier tous les organisateurs, évidemment en priorité Valéria, qui est devant moi, qui m'a adressé cette invitation. Alors, je suis surnommé la mitraillette, donc je vais faire attention, ne vous inquiétez pas, pour la vitesse. Je ne suis pas historien, effectivement, je suis sociologue, mais je me pose des questions liées à la production dans le passé de valeurs, d'idéologies, de codes. Pour comprendre le présent, il faut connaître le passé, comme on dit. Bon, pour être un peu plus savant, en reprenant Michel Foucault, il n'y a jamais d'origine, il y a toujours de la provenance. Et la provenance, c'est l'ensemble des luttes qui définissent le monde. Et c'est pour cette raison que je me suis penché, en particulier sur certains éléments du XIXe siècle, mais pour comprendre le XXe et le XXIe siècle. Voilà. Alors, je vais essayer de parler de deux concepts ou deux expressions sur lesquelles j'ai travaillé ou je travaille. Médiaculture. Médiaculture, c'est tout attaché, pas d'espace. Voilà, bon, on va voir pourquoi. Bon. Et quelque chose que je baptise depuis l'an dernier, la post-légitimité culturelle. Alors, post-légitimité culturelle, si j'ai le temps, je mettrai même quelques images de bandes dessinées pour illustrer mon propos. On va voir. Au niveau de la traduction, ça va Oh bah, parfait. Alors, voilà. Moi, mon parcours par rapport à ces notions a commencé avec ma thèse. J'étais à l'école des hautes études en sciences sociales, où je fréquentais d'ailleurs beaucoup d'historiens. Et j'étais en train d'écrire une thèse sur les publics de bandes dessinées de super-héros en France. Donc, ça faisait rire beaucoup de gens, ou ça les accablait parfois. Et moi-même, j'étais assez triste de trouver très peu de sources scientifiques, non pas sur l'objet lui-même, mais sur les méthodes, les publics, et sur les dynamiques de collectifs de production, de la culture médiatique. J'étais très insatisfait de l'image négative, péjorative, qui était donnée et qui est toujours largement donnée en réalité des productions médiatiques. Voilà. Donc j'étais confronté comme étudiant, puis après comme enseignant, comme citoyen, parfois comme amateur, à un grand paradoxe qui est que les cultures médiatiques, alors c'est plutôt des sémiologues et des historiens qui ont utilisé cette formule, moi que je fais mienne, il n'y a pas de problème. Ces cultures médiatiques représentent l'essentiel de nos cultures aujourd'hui. Quand je dis l'essentiel, statistiquement. Je ne juge pas la qualité, la valeur, ce n'est pas le problème, c'est que faisons-nous culturellement. Bon, en France, on a des statistiques sur les pratiques culturelles. Un Français, en moyenne, passe 3h50 par jour devant la télévision. 3h50. Je ne sais pas c'est combien au Brésil, je n'ai pas les chiffres. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus élevé, c'est 4 heures. La radio, c'est environ 3h40 à 3h50 par jour aussi. Et je crois qu'en Amérique latine, en général, la radio a une audience très élevée. Plus élevée que la télévision, je crois encore. Donc ça fait déjà 7 à 8 heures de médias de masse. Vous pouvez ajouter évidemment les musiques populaires, je mets des guillemets, médiatiques, du rock, rap, jazz historiquement, bon, peu importe. Les lectures de bandes dessinées, de romans dits populaires, je mets des guillemets là encore. Et vous imaginez la masse d'activités culturelles liées à des médias de masse surtout. Bon, je mets à part Internet. Internet, c'est 1h30 par Français aujourd'hui. Mais Internet est un média plus syncrétique, plus complexe. Il y a des fonctions de médias de masse, mais il y a aussi autre chose. Et pourtant, malgré cette présence massive, la plupart des discours qui sont tenus sur les médias de masse et sur les cultures médiatiques restent péjoratifs, négatifs. Même chez les étudiants qui font des études dans le domaine. Moi, je suis professeur en sociologie, mais en communication. Donc, c'est des étudiants qui veulent aller en journalisme,
travailler dans le cinéma, à la radio, etc. Et quand ces étudiants arrivent en première année, en deuxième année, leur imaginaire, c'est les médias de masse, c'est pas bien. Donc, il y a quand même une contradiction assez importante. Moi, c'est ce que j'ai surnommé une schizophrénie culturelle. Alors, on m'a déjà demandé si c'était vraiment une caractérisation psychologique. Non, c'est une métaphore. Mais cette caractérisation, quand même, est intéressante parce qu'elle signifie quoi? Elle signifie en fait que nos pratiques ne sont pas la même chose que nos idéologies, que nos catégories pour analyser nos pratiques. Et c'est en fait fréquent au cours de l'histoire et dans les sociétés. On vit parfois avec des représentations et des idéologies qui ne correspondent pas à des pratiques qui sont souvent plus complexes, plus riches. Et cette schizophrénie, j'ai eu envie quand même, pas comme un véritable historien, je le reconnais, d'en tracer, d'en comprendre la généalogie, hein, dans un sens un peu foucaldien. Et au fil de mes lectures, mais de mes lectures de sociologue aussi, parce que ça renvoie à des questions qui ne sont pas que de culture, j'ai pointé cette origine, et je crois que les historiens qui sont présents ici vont j'espère, me soutenir en ce sens. Non, peut-être pas, on verra. J'ai pointé cette origine qui n'en est pas une, cette tension, plutôt au XIXe siècle. Sachant que le XVIIIe, évidemment, voire le XVIIe, en réalité, sont enchâssés ou permettent de comprendre comment, au XIXe siècle, se combinent ces oppositions. Alors, cette opposition, c'est l'apparition d'un haut et d'un bas dans les sociétés et dans les cultures formulées comme telles. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les segmentations sociales et culturelles n'existaient pas avant, hein, c'est pas ça. Là, je parle d'une certaine segmentation, une nouvelle segmentation culturelle. Cette segmentation, pour moi, elle est liée à ce que j'appelle le triple choc de la modernité. Il s'est produit une chose dramatique, au sens événementiellement fort, au XIXe siècle, c'est tout d'abord l'industrialisation de masse. Et l'industrialisation de masse va entraîner en grande partie la naissance d'ailleurs des sciences humaines, en particulier de la sociologie, sur un mode sinistre souvent, c'est-à-dire que deviennent tous ces paysans ouvriers dans les banlieues industrielles du Nord. Est-ce qu'il n'y a pas un côté délétère de la modernité industrielle? Alors tous les grands sociologues du départ, de Marx à Durkheim et Weber, pointent par la notion d'anomie, d'aliénation, de désenchantement du monde, cette vision négative à l'égard de la technique, jusqu'à l'école de Francfort, à Habermas, la déploration de la technique. Bon. Donc l'industrialisation de masse a énormément frappé les imaginaires. Deuxième choc, la démocratisation de masse. Alors je parle des pays occidentaux et en particulier européens. La démocratisation de masse, elle est complexe, elle va dépendre de chaque pays. Mais en tout cas, c'est le fait que de plus en plus de personnes vont pouvoir voter, généralement, à des élections, alors avec des calendriers très différents. Mais là encore, il y a un imaginaire profondément sinistre pour certaines personnes de la montée de ce qu'on va appeler justement la masse, hein, catégorie assez typique du XIXe siècle. La foule, chez d'autres chercheurs, la foule est folle et féminine, disait Le Bon. C'est pas moi, hein, c'est Le Bon qui dit ça. Donc la masse, c'est quelque chose qu'il faut réguler, juguler, voire éviter dans le champ politique, dans le champ industriel, mais bientôt dans le champ culturel. Donc c'est le troisième choc, c'est la montée, c'est pas l'apparition, mais c'est la montée ou l'affirmation des médias de masse. Alors l'origine des médias de masse est complexe. La presse, évidemment, est déjà pour moi un média de masse, et donc on peut la faire remonter tôt. Mais le roman feuilleton, sur lequel Marx a écrit, par exemple, des choses assez complexes et contradictoires, le roman feuilleton, puis plus tard la radio, avant le cinéma et tout le reste, tout ça s'affirme très profondément au XIXe siècle, à la fin du XIXe surtout, et produit là encore un imaginaire d'une pathologie, bon, que j'ai pu analyser ailleurs, ce qu'on appelle des paniques morales.
Est-ce que les gens ne sont pas manipulés? Alors les ouvriers d'abord, c'est l'espérance du grand soir, par la presse ou par le roman feuilleton qui présente des vengeurs masqués qui attaquent les bourgeois. Est-ce que tout ça ne participe pas de la construction d'un grand mouvement social contre les élites? Et puis après, c'est la déploration d'une enfance manipulée, de femmes stupides, manipulées par la radio dans les années 30 et 20. Bon. Donc ces trois imaginaires pathologiques, je dirais, d'une pathologie sociale, sont liés, bien sûr, parce qu'à chaque fois, c'est la montée d'une figure, d'un individu autonomisé, atomisé, sérialisé, produit en série, dans le champ politique, dans le champ industriel, dans le champ de la culture. Ça va toujours, la vitesse comme ça. Donc, mais si vous remontez un peu en arrière, dans les siècles précédents et les sociétés passées, vous verrez que les façons de faire de la culture, ou de les percevoir, variaient énormément, bien sûr. Il suffit de relire Baxandal sur la Renaissance, et vous verrez que la peinture de la Renaissance était très fortement liée à des commanditaires, des mécènes, qui pouvaient définir les sujets, les couleurs, bien sûr, par les pigments. Autrement dit, cette peinture, je semble m'éloigner du sujet, mais je ne m'en éloigne pas, cette peinture était une expression artistique très hétéronomique, c'est-à-dire très peu autonomisée. Elle dépendait beaucoup de l'argent des élites nobles ou religieuses. Or, au XIXe siècle, et cette culture de la Renaissance est une authentique culture assez intéressante, elle a donné Léonard de Vinci, par exemple. Or, au XIXe siècle, un imaginaire romantique de l'art pur va naître par opposition à un marché qui, lui, serait réservé en grande partie aux médias de masse, aux romans feuilletons, toutes ces choses vulgaires, économiques, hétéronomiques, justement. Donc, le XIXe siècle va accoucher en même temps de l'idée d'une masse que l'on abreuve de culture industrielle, et en même temps d'une nouvelle forme d'art, l'art pour l'art hermétique, l'art romantique, différentes variations, jusqu'à l'abstraction, dans la poésie, dans la peinture, dans la musique. Autrement dit, l'opposition entre art avec un grand A ou culture avec un grand C et médias de masse, industriel, est une invention véritablement au XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle. Pour moi, ce n'est pas la même qu'au XIXe. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps, sous une autre forme. Bourdieu avait fait un bouquin important sur les règles de l'art, mais Jean-Paul Sartre, c'est un bouquin qui est oublié, en 1947, avait sorti un ouvrage assez fondamental, Qu'est-ce que la littérature, où ces mouvements étaient en partie analysés. Ces auteurs, ou Maurice Blanchot, dans le champ littéraire aussi, Barthes peut-être aussi, ces auteurs ont essayé de montrer que le champ artistique, désormais, qui est un champ culturel, donc un champ de grande valeur, intéressant, évidemment. Moi, je réponds à la question de Victor Artiaga, j'ai lu Proust, oui, j'aime beaucoup Proust. Et puis j'ai travaillé sur des bandes dessinées de super-héros. Donc ce champ artistique va aussi avoir une histoire influencée, au-delà de ses règles propres, artistiques, par un rejet de la masse, s'éloigner de la masse, dans les formes mêmes de l'art. Ça donne Flaubert, qui travaille dans sa tour d'ivoire, Stendhal, j'écris pour les Happy Few, Mallarmé, la poésie hermétique. Dans le champ de la peinture, le rejet de la figuration est un moyen de tenir à distance les masses, bien sûr. Dans le champ de la musique contemporaine, industrielle, alors par jeu de mots en fait, dodécaphonique et autres, la disparition en fait de la mélodie est là encore une façon d'instaurer de la distance. Donc de créer une forme artistique que la plupart ne vont pas s'approprier.
l'esthétique de l'innovation, une esthétique plutôt kantienne, va être promue contre des esthétiques, par exemple, aristotéliciennes, hein, qui sont des esthétiques de la répétition. La répétition est vouée à apparaître comme quelque chose de superficiel, de stupide. Alors, les autorités, là j'ai parlé d'un choc général, j'ai parlé du champ artistique. Les autorités, les écoles, les universités bientôt, vont reprendre ce grand partage, c'est un grand partage au sens anthropologique, en instaurant des canons, on en a parlé hier, des canons littéraires, des canons artistiques variés, en faisant aussi plus subtilement une équivalence entre l'art et le savoir. C'est quelque chose de totalement moderne et contemporain. Enfin, moderne, plutôt contemporain. Or, la culture, pendant longtemps, n'a pas été définie par l'accès à un savoir, mais plutôt à des formes participatives, par exemple, de divertissement, au sens de Montaigne, de Pascal, peut-être. Bon. Donc, ces grandes institutions vont travailler à enraciner cette opposition, ce grand partage. Les pratiques que faisaient les gens au XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est compliqué, ça. Alors, les historiens travaillent dessus et vous nous apportez beaucoup d'informations. Mais les pratiques sont assez mal connues parce que, finalement, du nomadisme existait, c'est-à-dire des registres supposés nobles étaient parfois consommés par des milieux populaires et réciproquement. Alors, il y a un exemple célèbre américain, c'est le travail de Lawrence Levine, l'historien highbrow-lowbrow, qui est justement aussi sur l'opposition entre le haut et le bas. Levine a montré qu'au XIXe siècle, le théâtre de Shakespeare, qui aujourd'hui fait partie du canon littéraire, était consommé aussi dans des théâtres de campagne du Far West, par des cowboys, des vaqueros, mais sur un mode culturel très différent, participatif. Hein, on prenait des tomates pour tirer sur des méchants dans la salle, des choses de ce genre. Donc le mode de réception et d'interprétation n'était pas celui qu'on met en place à partir de la fin du XIXe siècle dans des théâtres, des lieux dédiés à l'art, l'opéra, le théâtre, des lieux dédiés vraiment à la culture, où on sélectionne les gens sur leur apparence. Il faut mettre un costume, il faut se taire pendant les spectacles, c'est très important. Donc, l'art va apparaître, ou va se construire, l'art tel qu'on le dit pendant longtemps, jusqu'au XXe siècle, si vous voulez, va se construire à partir d'une purification. L'art est pur parce qu'en fait, on va purifier les pratiques. Pour un sociologue, rien n'est pur. C'est juste une volonté de certains de dire que c'est pur, par purification. Mais si vous remontez au XVIIIe siècle ou avant, la Bibliothèque bleue, Roger Chartier montre bien, là encore, les flux nomadiques, pas désordonnés, mais nomadiques de textes. Bon. Dans le champ scientifique, le grand partage ne va pas, pendant longtemps, je dirais, être contesté, il va au contraire être institutionnalisé, pensé, rationalisé, défendu. Je pense à qui ? Je pense, je vous l'ai dit, Marx, Weber, Durkheim, des auteurs gigantesques, très importants, qui vont rien écrire, ou presque, sur les médias de masse. C'est très surprenant. Weber a écrit 7 pages sur les médias, 7 pages lumineuses, où il y a tout le programme, réception, production, compréhension d'une sphère publique, mais il n'écrira rien d'autre. Marx a été journaliste, mais il estime que la littérature populaire et que le journalisme ne sont que des effets superstructurels. Les infrastructures sont beaucoup plus importantes. Et Durkheim écrit sur la presse, dans Le Suicide, des choses très intéressantes, mais il va éviter, dans toute son œuvre, cette question. Donc les créateurs, les fondateurs de la sociologie, pas Simmel, vont éviter délibérément cette question, comme si elle n'avait pas d'importance,
tout en déplorant le manque de sens dans nos sociétés. Mais le sens, il était peut-être justement dans les médias, pour partie. Adorno et toute l'école de Francfort vont croiser une partie de ces auteurs. Pour faire très simple, l'école de Francfort, au fond, c'est un croisement entre un Marx critiquant la religion comme opium du peuple, mais transféré dans le champ culturel des industries de masse, et utilisant du Weber, mais celui du désenchantement du monde, de la critique de la technique. Donc c'est une philosophie remarquable qui nous a apporté énormément, mais c'est au fond un élitisme marxiste qui va totalement pétrifier l'opposition entre le highbrow, le lowbrow, le haut et le bas, l'art, la culture, et de l'autre côté, ce qu'ils vont appeler la culture de masse. Voilà, l'expression est désormais utilisée. Alors je ne sais pas, on aura peut-être une discussion là-dessus, mais la culture de masse, moi, l'expression, il me semble, n'a pas été inventée par l'école de Francfort en réalité, mais par un Américain, Dwight MacDonald, dans les années 30, je crois. Et Francfort a utilisé très vite cette expression pour passer ensuite à industrie culturelle. Voilà, parce que vous savez pourquoi Adorno rejette culture de masse finalement? Parce que dans culture de masse, il y a toujours culture. Et pour lui, il n'y a pas de culture dans la culture de masse. Donc il faut passer à industrie culturelle. Alors, je passe les auteurs, mais jusqu'à Bourdieu, évidemment, qui est un auteur marxiste pour moi plus subtil, même si je le critique toujours. On retrouve en réalité dans la distinction des schémas francfortiens, hélas. Bourdieu ne nous a pas beaucoup aidé à briser ce grand partage. Cependant, les pratiques, elles, dans les sociétés, évoluent, elles bouillonnent. Voilà. Notre idéologie, enfin l'idéologie du XXe siècle, et en partie aujourd'hui encore, en partie, c'est une idéologie de la séparation des cultures. Mais nos pratiques, elles, ne suivent pas vraiment cette séparation. Donc des concepts sont nés, ont fleuri, se sont répandus dans nos sociétés pour évoquer ce que l'on faisait, et qui n'était pas de l'art, supposément, et pas de la culture de masse non plus. Ça s'appelle des sous-cultures, ou en anglais des subcultures. C'est plus intéressant, parce que sous, je ne sais pas comment on dit en portugais, parce qu'en français c'est péjoratif, sous. Mais en anglais ça ne l'est pas, beaucoup moins, sub. C'est moins péjoratif. Des contre-cultures dans les années 60. Des cultures moyennes, du pop art. Ah tiens, du populaire et de l'art. De la culture populaire, des cultures communes, des arts moyens. Bourdieu utilise cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces expressions? Ça veut dire en fait que le grand partage est comme une plaie, comme une blessure qui a laissé s'échapper, suppurer des choses, des pratiques que les gens avaient du mal à nommer. D'où des formules maladroites. Des cultures populaires, souvent, ne sont pas populaires au sens où elles ne sont pas ouvrières, par exemple. Des contre-cultures sont souvent des cultures, peuvent parfois être des cultures bourgeoises, en fait. Bon, et parfois, elles ne le sont pas. Bon, donc il faut savoir nommer exactement tout ça, ces termes maladroits, parfois péjoratifs. Et donc, j'ai essayé, avec d'autres, d'apporter une pierre à l'ensemble des définitions. Et tout ça est venu d'un débat avec mon collègue sociologue Éric Massé, avec qui je discutais beaucoup, je luttais régulièrement, parce que lui était très influencé par Edgar Morin. Edgar Morin. Morin. Edgar Morin qui a fait un ouvrage fondamental que j'ai réédité justement dans ma collection, L'Esprit du temps. Et dans l'Esprit du temps, Morin dit des choses qui restent aujourd'hui absolument imparables, admirables. On peut le lire comme dans les années 60, il n'y a pas de problème. Mais il utilise le vocabulaire de l'école de Francfort. Il parle de culture de masse. Alors qu'il montre que la culture de masse ne ressemble pas du tout, ou très peu, à ce que dit l'école de Francfort. Il en a une vision beaucoup plus positive, mais pas si naïve en réalité. Hein. Il a été beaucoup critiqué là-dessus. Donc Massé me disait, faisons comme Morin, utilisons culture de masse. Moi, je lui disais, culture de masse, je ne peux pas.
Culture de masse, dès que j'ai dit culture de masse, ça voulait dire que, péjorativement déjà, je qualifiais les pratiques, les œuvres, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'étais très influencé plutôt par Michel de Certeau. Et Michel de Certeau a travaillé au ministère de la Culture, notamment, sur les pratiques culturelles, parlait de culture au pluriel, utilisait tout un ensemble de vocabulaire, de concepts, et ne reprenait pas le terme culture de masse. Donc, un jour, on s'est dit, bon, si on ne reprend pas culture de masse, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être coller ce qui a été arbitrairement et violemment séparé au XIXe siècle, c'est-à-dire, et inventé comme une séparation, la culture et les médias. Donc, l'idée était de les rejoindre, médiaculture, attachée, pour dire que les cultures médiatiques, bon, j'étais pas nécessairement conscient de l'utilisation de culture médiatique chez Litz en Belgique ou de culture médiatique en histoire. Je ne sais pas exactement à quand remontent ces travaux sur cette formule, mais finalement ça se rejoint, médiaculture. L'idée est vraiment, alors de faire quoi à travers ça et pour moi ça n'est qu'une formule. Ça veut dire que cette formule probablement n'aura qu'un temps. Elle sert aujourd'hui à souligner la fin de cette séparation, au moins dans un champ scientifique. Alors, c'est un concept intermédiaire, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par médiaculture, exactement? Médiaculture, ça veut dire d'abord que les cultures liées aux médias sont des cultures. Alors, je ne vais pas définir les cultures, je vais simplement dire des cultures, au moins au sens anthropologique. Elles font sens, ou pour citer Weber, ce sont des cosmos de rapports dotés de sens. Voilà. Les gens font des choses très complexes, il y a beaucoup de travaux en sociologie, en cultural studies d'ailleurs. Pourquoi médiaculture? Parce que aujourd'hui, comme je le disais au début, les cultures majoritairement vécues par les gens, les contemporains, sont des cultures liées à la médiation médiatique. Et la médiation médiatique est quelque chose de complexe, en partie contradictoire, mais il y a une médiation, il y a une façon de produire des choses, ce sont des cultures industrielles, c'est vrai. Je pense que la grande majorité de nos cultures aujourd'hui sont des cultures médiatiques. Mais les cultures médiatiques, les médiacultures, n'ont pas fait disparaître les autres cultures. Les cultures religieuses, les cultures étatiques, nationales, nationalistes parfois, les cultures, certaines cultures bourgeoises, des cultures professionnelles, des cultures syndicales aussi, ça existe. Donc diverses cultures qui sont toujours là, des subcultures aussi. Depuis médiaculture, je parle de subculture pour évoquer qu'est-ce qu'une subculture. C'est généralement un espace dans lequel les participants peuvent potentiellement tous se connaître. Potentiellement. Donc en musique, on va parler de scène musicale. La scène musicale, je ne sais pas moi, alors il faut toujours que ce soit des cultures peu connues, généralement les subcultures. Donc, je ne sais pas, un croisement contemporain au Brésil de culture musicale que je ne connais pas, mais bon, en France, j'ai eu des étudiants qui travaillaient sur la drum and bass. Voilà, c'est une subculture. Les subcultures sont souvent utilisées par les industries comme source. Pensez au rap, par exemple, et deviennent parfois des médiacultures. Donc, il y a des dialectiques complexes entre toutes nos cultures, avec un ensemble industriel de médiaculture qui va refouler, rejeter certaines cultures ou au contraire en partie les absorber. Ce qu'il y a de propre aux médiacultures, à la médiation médiatique, pour un sociologue, c'est le fait que ces cultures sont souvent très syncrétiques, c'est-à-dire qu'elles mélangent des niveaux esthétiques, des formes de participation et d'expression très très différentes. Quelques exemples. Friends, la série télévisée, pour la comprendre, dans sa conception, eh bien, il faut plutôt remonter à la Renaissance, justement. Alors, je ne dis pas que Friends, c'est Léonard de Vinci, c'est pas le problème, c'est pas ça. Mais Friends, c'est composé par 12 scénaristes qui travaillent nuit et jour, avec un maître derrière, un auteur principal, comme dans un atelier de la Renaissance, si vous voulez, et c'est produit en continu, en tenant compte en partie des réactions des publics. Bon.
Alors la réception est plus complexe qu'à la Renaissance, mais le mode de production ressemble plutôt à ça. Florence Dupont, une anthropologue française, a montré que Dallas, la série télévisée, avait des structures narratives proches de celles de l'Odyssée. Alors, c'est très intéressant parce que l'Odyssée, alors elle ne dit pas que c'est meilleur ou bien, c'est pas ça, mais vous savez qu'il y a une grande imposture au XIXe siècle et au XXe siècle, c'est l'idée d'un canon justement littéraire absolu qui ferait remonter la littérature à Homère, bien sûr, en passant ensuite par Dante, le Don Quichotte, Proust justement en France, Joyce, etc., suivant les pays. Bon, Jorge Amado peut-être ici, alors qu'en fait Homère ne fait pas de la littérature. Homère est quelqu'un qui produit de la culture orale, et les récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont des récits à variation, participatifs, à enjeux politiques la plupart du temps, donc ils varient suivant qu'on les raconte à Athènes, à Sparte, ailleurs, et la pétrification écrite est venue tardivement, au point qu'on ne sait pas si Homère a existé vraiment comme une personne unique. Donc, il n'y a pas un canon littéraire simple qui fait de la littérature un invariant historique. Ça, c'est un mythe romantique et institutionnel. Donc, il se trouve que la production orale qu'est l'Odyssée ressemble par ses répétitions à beaucoup de séries télévisées contemporaines, qui servent justement, c'est ce qu'on appelle aussi chez les sociologues, des talk shows, mais des talk shows au sens où ils font parler les gens qui regardent. On se téléphone, on décrit les personnages. Alors, au Brésil, les telenovelas, bien sûr, on connaît ça très bien. Hein. Voilà. C'est de la culture surtout orale, en réalité. Beaucoup moins visuelle que orale, par certains côtés. Donc, les cultures contemporaines sont médiatiques, médiacultures sont profondément syncrétiques, et vous pouvez trouver du romantisme dans les œuvres médiaculturelles, vous pouvez trouver de la Renaissance, vous pouvez trouver des choses qui remontent aux sociétés orales. C'est pour ça qu'on s'en moque souvent, parce qu'on ne comprend pas ces cultures-là. On ne comprend pas que les cultures du passé sont très présentes dans notre culture contemporaine. Les cultures médiatiques, les médiacultures, sont réalistes, au sens de Morin, c'est-à-dire, c'est une spécificité des cultures industrielles. Elles sont obligées, au moins au minimum, d'avoir une interaction avec les grandes questions sociales, avec les identités, avec le statut des femmes, par exemple. Dans les années 70, quand la série télévisée Drôle de Dame, je ne sais pas comment on dit en brésilien, Drôle de Dame, Charlie's Angels, quelqu'un connaît ça? Avec Farrah Fawcett, etc. Charlie's Angels, vous ne voyez pas? Voilà. Bon, bah, quand cette série sort, elle est en partie féministe, elle est très superficielle, c'est pas une très belle série, c'est vrai, mais elle est féministe parce qu'elle met en place, c'est presque la préhistoire aujourd'hui, mais c'était il y a 30 ans, 35 ans seulement, des femmes d'action, sous la dépendance d'un homme, hein, je vous rassure quand même, Charlie. Bon, eh bien, après ça, il est très difficile de montrer des séries télévisées où les femmes n'ont pas une capacité d'agir, un agency quand même. Et aujourd'hui, cette série est ridicule. Les femmes n'ont pas assez d'autonomie dans leur expression dans cette série pour des jeunes femmes. Donc ça veut dire que les séries la fiction contemporaine doit tenir compte des réceptions, au moins partiellement. Alors il y a tout un débat en sociologie sur le degré, etc. Doit tenir compte pour partie des réceptions des publics. C'est pas l'offre et la demande, c'est plus compliqué, heureusement, ou malheureusement, justement, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont réalistes, elles doivent rendre compte d'une partie des existences vécues. Ce qui est souvent différent des cultures antérieures. Et les cultures médiatiques, les médiacultures, sont ambivalentes. Elles ne produisent pas volontairement, plus elles sont industrielles, hein, plus elles sont ambivalentes, elles ne produisent pas un sens stable, justement pour pouvoir rallier différents publics avec des attentes différentes. Donc, certains films, certaines séries
peuvent être tout à fait appréciés par des publics machistes, par des femmes libérées, alors j'exagère, mais des gens de gauche, de droite, parce que volontairement, industriellement, je dirais, narrativement et créativement, gérer différents publics, c'est introduire du syncrétisme et de l'ambivalence. Bon, je donne un exemple, Starship Troopers, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Paul Verhoeven. C'est un film de gauche, gauchiste même, c'est un réalisateur hollandais qui a fait Mai 68. Bon. C'est un film qui est une dénonciation très très violente de la guerre, qui anticipe tout le régime de Bush, bien des années avant. C'est la guerre avec des extraterrestres, des insectes extraterrestres. Tout le monde est souriant, ça, mais c'est abominable. Ultra-nationaliste, etc. Et le film peut être vu comme un film d'action très violent. Il a été taxé de fasciste. Et il est en même temps une critique outrancière, gauchiste, délibérément gauchiste, ce qui est rare à Hollywood, du système américain militaire. Voilà. Dans les médiacultures, par ailleurs, dernière caractéristique, le pouvoir est toujours présent, bien sûr. Le pouvoir que Adorno, l'école de Francfort, avait identifié, donc là, ils avaient raison. Mais ce pouvoir est négocié. Il fait l'objet de visées hégémoniques, mais de contre-visées hégémoniques pour partie. Et je reprends un vocabulaire au Cultural Studies, à Stuart Hall. Donc j'inscris, comme Massé d'ailleurs, ces réflexions sur les médiacultures plutôt dans des théories liées au Cultural Studies. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Oui. Un petit peu. Vous avez 10 minutes. Alors, ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer en 2005 avec d'autres collègues. Et depuis, j'ai essayé d'avancer en faisant une sociologie très contemporaine de remise en cause du grand partage, parce que je tiens compte du fait que depuis les années 60-70, 1960-1970, ce que je dis au fond, beaucoup commencent le pensent avant moi d'ailleurs, mais peut-être pas en ces termes, et peut-être que vous en faites partie, les étudiants en communication en réalité aussi. Beaucoup de gens donc remettent en cause en réalité ces grands partages dans leur pratique, mais parfois dans leur idéologie aussi. Autrement dit, il y a des choses issues des médiacultures et des subcultures qui sont pratiquées, parfois acceptées, légitimées ou reconnues. Donc le grand partage du Xe siècle fonctionne toujours, et en même temps, il est contrarié. Tout le mouvement autour du rock, de la bande dessinée, des contre-cultures a largement travaillé ce clivage, il l'a entretenu, ce clivage, ce grand partage, mais il l'a pour partie subverti. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on assiste à la fin du grand partage? Et nous, universitaires, il me semble le sentir ici aussi, travaillons plutôt à saper, à briser, à dévaloriser en partie ce grand partage. Il y a eu des débats sur le sujet hier. Donc, est-ce que petit à petit, ce grand partage s'efface? Ou au contraire, est-ce qu'il est reconstitué partiellement ou totalement, sous d'autres formes? Ça renvoie au débat sur ce que font les bourgeois aujourd'hui. Alors je dis bourgeois, en sociologie on dit les milieux supérieurs, je dis les bourgeois, parce qu'il y a une expression particulière, les bobos. Les bourgeois bohèmes, hein, c'est une expression de journaliste, mais qui a un sens, qui est intéressante. Donc les bourgeois bohèmes, les bobos, vous dites ça aussi Ah, ça vient des États-Unis, mais c'est utilisé beaucoup en Europe. Les bourgeois bohèmes, ce sont les gens qui sont issus de milieux favorisés, mais qui, contrairement à leurs parents, souvent, vont avoir un mode de vie peut-être plus modeste, aimer pour partie les arts populaires, les médiacultures, acheter des voitures qui ne consomment pas trop d'essence et qui sont écologiques, habiter dans des quartiers populaires parfois. Alors ça fait des effets complexes, c'est-à-dire c'est plus populaire mais ça coûte pas cher, donc après on est bourgeois donc on a quand même de l'argent pour l'acheter, etc. Donc les bobos, c'est un vrai problème, c'est pas une difficulté, c'est un enjeu scientifique important en sociologie aujourd'hui. Est-ce que les bobos sont des gens qui étaient avant dans la distinction, dans le grand partage, et qui renoncent à ça?
Alors il y a un débat énorme sur le sujet. Celui qui l'a peut-être le mieux lancé aux États-Unis, c'est Richard Peterson, le sociologue de la culture américain, qui a lui utilisé l'expression les omnivores culturels. Omnivore, c'est omni, tout, vor, qui mange tout. Le fait que désormais une bonne partie de la population, en particulier dans les bourgeoisies, non plus ces limitations, ces grands partages. Regardent la télévision au moins un peu, mais vont au théâtre. Puis ils peuvent lire un peu de Shakespeare et ils vont au supermarché, ils écoutent du rap. Est-ce que tout ça est un supermarché, justement? C'est aléatoire ou pas? Bon, Peterson nous disait que, statistiquement, les omnivores étaient plutôt des bourgeois, donc, et que les univores, ceux qui consomment de façon plus spécialisée, étaient plutôt des milieux populaires. Donc pour lui, les omnivores étaient plutôt des bourgeois distinctifs, nouvellement distinctifs, parce qu'ils savent jouer sur les différents registres. Oui, j'aime bien des mangas, mais Shakespeare, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Donc on remet de la distinction à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut céder face aux médiacultures. Les médiacultures sont puissantes. La démocratisation est puissante. Donc même la bourgeoisie doit tenir compte désormais des goûts populaires, des goûts médiatiques, et peut les aimer désormais. Mais elle réintroduit la distinction. C'est le nec plus ultra de la distinction. Moi, face à cette vision, que je pense en partie vraie, elle peut être vérifiée, je considère avec d'autres, comme Hervé Glevarec, que tu citais, qui travaille beaucoup statistiquement sur le sujet, qu'il y a autre chose qui est à l'œuvre aussi. Et cette autre chose, c'est en fait une forme de relâchement dans les pratiques culturelles supérieures, mais un relâchement qui n'est pas juste cool, comme ça, un relâchement qui est lié à une nouvelle contrainte, un nouvel ensemble de contraintes qui pèsent sur les milieux supérieurs. Alors, pour vous résumer très simplement, peut-être, 4 raisons, je crois, font que la distinction culturelle et le fait de défendre un grand partage se réduisent. Tout d'abord, le brouillage, ou l'aspect plus liquide, je dirais, des frontières dans les familles, au travail. Le fait que les gens ont des emplois moins stables, moins à vie, que les professions sont plus définies désormais dans le capitalisme avancé par une forme d'instabilité, par projet, que les familles sont devenues très instables, elles ne se reproduisent plus sous la forme de famille nucléaire simple, avec le mari souvent qui travaillait, la femme au foyer, etc. On n'est plus dans ce modèle-là exclusivement. Autrement dit, une forme, non pas de relativisme social, mais d'instabilité par rapport au modèle antérieur, qui rend plus difficile le fait de défendre des valeurs familiales culturelles simples. Le brouillage aussi à ce niveau-là, entre loisirs et travail, notamment par Internet aujourd'hui, c'est très complexe. Deuxième niveau, le soutien de l'État, alors ça change par pays bien sûr, mais le soutien de l'État aux médiacultures, l'État légitime dans certains pays les médiacultures, en France en particulier, historiquement, alors la gauche socialiste dans les années 80 a créé un musée de la bande dessinée, une école de la bande dessinée, a défendu des musiques dites acoustiques, terme technique, c'est-à-dire des musiques populaires en fait, rap, rock, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas le dispositif brésilien, ça serait intéressant d'en discuter. Un troisième niveau, une troisième raison du relâchement de ces contraintes de distinction culturelle, le relâchement justement de l'autocontrôle qu'ont une partie des milieux supérieurs sur leur propre consommation. Pour apparaître comme supérieur, il faut savoir des choses, affecter des choses, éviter des choses populaires, montrer qu'on connaît telle forme d'art, etc. Et ça a un coût. Ça coûte aussi aux gens qui font ça. Ce coût a toujours existé, mais ce coût d'aujourd'hui est devenu complexe, trop lourd parfois, pour ceux
qui familialement devrait hériter de ces dispositions, comme dirait Bourdieu. Pourquoi? Parce que ça rapporte moins d'être un bourgeois distinctif. Parce que les médiacultures se sont traduites culturellement, je dirais, se sont traduites démocratiquement par une difficulté de se montrer snob. On peut se montrer snob, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et encore plus qu'il y a 40 ans. C'est-à-dire que c'est devenu une norme sociale où on parle tout simplement d'intolérance. Donc le coût du contrôle sur ses propres pratiques pour apparaître comme distingué est devenu trop élevé relativement, pour une fraction des gens. Enfin, dernier point, le 4e point, c'est l'affirmation du multiculturalisme. Le multiculturalisme, pas comme politique, mais comme valeur. Les politiques, elles varient ou pas de pays à pays. Bon, par exemple, en France, officiellement, il n'y a pas de politique multiculturelle. Bon, il y en a un peu, en fait. Il y en a un petit peu, en réalité. Ça s'appelle autrement. Promouvoir la diversité, saisir la HALD pour des histoires de CV. Enfin, bon, passons. Mais le multiculturalisme, au sens de Taylor, c'est tout simplement la reconnaissance, j'utilise le mot reconnaissance, les théories de la reconnaissance, d'une diversité de pratiques et d'une forme de tolérance, au moins minimale, à l'égard de ces pratiques. C'est devenu une valeur contemporaine que de tolérer les valeurs des autres. Au moins un peu. Au moins un peu. Les sociétés restent très violentes. Bon, et donc le multiculturalisme, il existe en France, en réalité. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait des statistiques, qui consomme le plus de musique rap par milieu social? Ce sont des jeunes issus de milieux supérieurs. Là où on pourrait croire qu'au contraire, c'est une pratique de populaire de banlieue, elle est populaire et de banlieue, et en même temps, c'est une forme de culture, avec des rappeurs souvent blancs, mais noirs en partie, qui prend un autre sens dans des milieux supérieurs, qui montre bien que le modèle de la distinction et du grand partage fonctionne plus très bien là, en tout cas ici, sur ce point-là. Multiculturalisme, les enfants aujourd'hui à l'école vivent dans des cultures de groupes de pairs, parce que la culture familiale, l'autorité familiale est moins puissante, elle existe toujours, hein, les enfants peuvent se prendre des baffes, mais l'autorité des pères, c'est-à-dire des copains, des copines, est devenue quelque chose de très puissant, et donc il va apparaître comme ridicule de ne pas connaître le rap, par exemple, même si les parents peuvent estimer que le rap, c'est pas bien. Donc, je résume, les bobos ne sont pas tous, à mon avis, simplement en train de reproduire de nouvelles formes de distinction et de légitimité culturelle pour reproduire le grand partage. À mon avis, ils traduisent dans leur milieu social, et il faut voir les autres milieux sociaux, l'apparition de ce que j'appelle une post-légitimité culturelle. Et post-légitimité culturelle, ça sert à désigner, je vais en finir avec ça, quelque chose qui ressemble au post-colonial. Comment on définit le post-colonial? C'est très simple. Non, c'est pas simple, mais le post-colonial, ce n'est pas ce qui vient après la colonisation et la décolonisation, c'est ce qu'il reste du colonial après la décolonisation dans une situation qui est brouillée, qui est complexe, avec des jeux de pouvoir. Bon, eh bien, je pense que nous sommes dans une situation, pour partie, de post-légitimité culturelle, où les cultures légitimes liées à l'art, mais lui-même l'art s'est transformé depuis 30 ou 40 ans, je n'ai pas le temps d'en parler, on verra peut-être, mais l'art lui-même fait toujours l'objet de formes de légitimation, bien sûr, mais partielles désormais, ces formes, contrariées pour partie. Et une grande majorité des publics aujourd'hui ont des consommations hybridées, hiérarchisées ou moins hiérarchisées, avec parfois des backlash, des effets de retour de violence, où on va dire quand même ça c'est pas bien. Je sais pas, dans la bande dessinée en France, tout le monde dit, enfin, la bande dessinée est désormais quelque chose d'un peu légitime, mais pas les mangas. Les mangas c'est violent et c'est vulgaire. Donc c'est une situation typiquement post-légitime, parce qu'on renvoie d'ailleurs à un ailleurs, en dehors de France et des pays occidentaux, c'est de la bande dessinée qui n'en est pas une, qui est vulgaire, c'est asiatique.
Et puis vous verrez que dans 10 à 20 ans, la bande dessinée japonaise sera vraiment légitimée, mais on aura trouvé un autre ailleurs pour mettre des distances, probablement. Alors, j'aurais aimé développer des choses liées à la bande dessinée comme illustration, j'avais des images. Si jamais on a le temps, on s'amusera à regarder des images, mais on s'amusera scientifiquement à regarder des images. Je vous remercie.